Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Coster. Vous êtes directeur de l'incubateur de l'EM Lyon. Alors, on voit aujourd'hui, depuis quelques années en France, que la création finalement se porte pas si mal que ça. Il y a notamment de plus en plus de jeunes qui créent. Il y a les auto-entrepreneurs, il y a des retraités qui sont tentés par l'aventure. Bref, il y a plein de profils différents de créateurs. Ça va plutôt bien. On a l'impression en revanche que ce qui bloque, c'est le développement. Est-ce qu'il y a un problème dans l'écosystème français qui empêche nos entreprises de grandir? Est-ce que c'est un problème différent, peut-être plus humain? Quelle est votre analyse sur ce point? Merci. Je crois que c'est une question importante que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, notamment les pouvoirs publics, puisqu'on n'arrête pas de parler de ces fameuses ETI qui permettraient de créer encore beaucoup plus d'emplois. Je ne vais pas faire une approche globale, mais je voudrais mettre l'accent sur deux points qui me semblent importants. Le premier point qui me semble important, c'est que dans le mode actuel du financement des startups, on a un nombre important de projets qui voient arriver des investisseurs, capitaux risqueurs, capitaux développeurs dans ces startups et qui souhaitent sortir de ces startups dans un horizon relativement court. Les horizons de sortie ne sont pas compliqués, c'est la bourse, ça ne marche pas très bien en ce moment, ou c'est une sortie sur les industriels. Donc on a un nombre de plus en plus important de startups qui, à l'horizon 4, 5, 6 ans, passent sous la coupe des groupes français, étrangers ou des grosses PME. Et donc si on n'a pas d'entreprise de croissance, c'est qu'on a énormément de startups qui rentrent dans le giron d'entreprises existantes pour constituer dans ces groupes des relais de croissance. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus se battre culpa là-dessus, c'est que finalement, c'est peut-être aussi la vocation naturelle d'une start-up technologique, d'une start-up à fort potentiel, de réensemencer l'esprit entreprenant d'un grand groupe et de finalement participer au développement sous une autre forme, d'une autre entreprise que celle qui avait été créée à l'origine. On peut quand même, on peut pas s'empêcher quand même de penser que la France n'a pas assez de bâtisseurs. Et si elle n'a pas assez de bâtisseurs, c'est peut-être dû aussi à une autre raison. Moi, ce que j'observe parmi ceux que j'ai pu voir, qui sont allés très très loin, c'est que c'est des gens qui sont no limit. Qu'est-ce que c'est qu'un no limit man? C'est quelqu'un qui se met aucune barrière au développement de son entreprise. Ce qui veut dire que la première dynamique de développement d'une entreprise pour aller très loin en matière de croissance, c'est le profil psychologique de l'entrepreneur. Un ambitieux. Et son appétit insatiable pour aller toujours plus loin, pour grandir toujours plus. Peu d'entrepreneurs, finalement, sont capables, ont envie et sont capables, parce que c'est deux choses différentes, de supporter la pression, de remettre en permanence leur développement sur la roulette, quoi. Donc, quelque part, beaucoup considèrent qu'à un certain niveau de développement, l'entreprise s'est stabilisée, ils vivent plutôt bien et qu'ils ont envie d'engranger les résultats plutôt de les re-risquer dans des aventures à nouveau encore risquées où ils risquent de perdre plus. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent: moi, il faudrait que pour me développer, je réinvestisse ou je fasse entrer 15 ou 20 millions de capital risque. Je vais être dilué dans cette approche-là. Je pèserai beaucoup moins dans le pouvoir. Je risque d'être sorti de l'entreprise. Donc, je préfère rester une entreprise moins grande, mais où je contrôle le process de direction de l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a aussi cette crainte liée à: est-ce que je vais rester au centre de l'entreprise? Est-ce que je vais garder l'influence? Parce que plus je grandis, plus je dois faire appel à des personnes qui, autour de moi, vont jouer un nouveau rôle dans la gouvernance et, quelque part, remettre en question ma centralité dans l'entreprise. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un homme, l'homme, sa volonté, son ambition. On parle de créateur d'entreprise, de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Ces termes ne recouvrent pas la même chose. Comment on passe de créateur d'entreprise, un homme, parfois deux associés, à chef d'entreprise? Comment on arrive à manager une équipe? Gérer la croissance, c'est gérer la croissance des hommes dans son entreprise. C'est compliqué, c'est un défi. Est-ce qu'il y a des clés? Oui, c'est le défi de ce qu'on appelle l'émergence d'une organisation entrepreneuriale, hein. Donc effectivement, au démarrage, on a souvent un ou deux fondateurs et ils doivent déjà bien se comprendre et bien fonctionner ensemble pour constituer une première base d'entreprise. Ensuite arrivent les premiers salariés et le gros... on va dire que la grosse problématique de devenir chef d'entreprise, c'est d'être capable de faire une place à des talents nouveaux qui vont apporter
une culture d'optimisation. On a l'habitude de dire qu'il y a deux phases dans une démarche entrepreneuriale. La première, c'est une démarche d'initialisation. On est dans l'initializing. Et là, c'est des talents particuliers. C'est des talents de défricheurs. C'est des talents qui sont capables de fonctionner de manière plutôt artisanale. Moi, j'appelle ça du bricolage de génie. On n'est pas dans les process. On a simplement l'envie d'exister. Il faut trouver quelques clients, constituer une première masse critique. Et ça, c'est un certain type de talent qui se complaisent dans des organisations très informelles où les ajustements se font par la proximité, par la relation. Et le pari, c'est de mettre en place une entreprise et une organisation et donc de passer à une démarche d'optimizing où on met en place des process et c'est à nouveau pas les mêmes talents. Les talents d'initializing ne sont pas les talents de processing. Donc, le pari d'un entrepreneur, c'est à l'horizon 15-20 personnes, de commencer à intégrer dans l'entreprise des gens qui sont capables de mettre en place des process qui vont permettre d'augmenter, de rationaliser le développement d'activité, de développer plus de productivité et donc de constituer une vraie plateforme de développement. L'objectif, si je puis me permettre, c'est finalement de constituer un rang de N-1, de N-2, qui soient les relais de l'esprit d'entreprendre. Alors qu'on voit beaucoup d'entreprises qui s'essoufflent parce que le patron s'est entouré de N-1 qui ne sont pas suffisamment managers, qui eux-mêmes ne sont pas capables de s'entourer de N-2 qui soient managers. Donc on a une entreprise qui reste sur un modèle du roi soleil, c'est-à-dire une personne au centre, qui, par ajustement relationnel, tente, je dis bien tente, de faire vivre une organisation. Si on ne passe pas à l'étape managériale et de structuration par les dispositifs, on ne peut pas mettre en place une organisation qui aille vers le développement. Mais c'est une autre culture. Et pour terminer sur ce point-là, on s'aperçoit que ce challenge n'est pas facile parce qu'entre la culture des initialisateurs et la culture des optimizers, il y a des frictions, il y a des cultures qui bougent. Et si l'entrepreneur est capable, par cette alchimie particulière, de faire coexister ces deux cultures, il a développé ce que j'appelle l'hybride du développement. Qu'est-ce que c'est que l'hybride du développement? C'est une partie d'entreprise qui est capable de rester en initializing pour en permanence réinventer l'entreprise avec de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles idées, et une partie qui est en optimizing et qui est capable de gérer l'aspect productivité, développement de marge et qui permet à l'entreprise de se constituer ses bases financières du développement. Mais c'est un pari, les hybrides. Moi, je pense que demain, les entreprises qui se développeront fort, ce sont des hybrides entre initializing et optimizing. Et l'entrepreneur, il sera par là à faire cohabiter ces deux cultures, à ne pas les exclure, à ne pas les mettre l'une contre l'autre, mais à faire considérer que l'une apporte à l'autre et inversement. Et ça sera lui l'homme de la synthèse. Et ça ne sera pas l'un de ses moindres rôles si on veut garder l'esprit entrepreneurial vivace dans une organisation de croissance. Donc demain, vive les entreprises hybrides, à suivre en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Coster. Merci à vous. Ça suffit.